Rebonjour à tous et à toutes, et bonjour à tous et à toutes. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à la partie 2, donc droits économiques, sociaux et culturels. Vous venez de voir la vidéo sur le SAMU social. Maintenant, on va faire la petite interview avec Adriana, coordinatrice de la plateforme citoyenne, et ensuite nous présenterons pendant 10 minutes l'ASBL ILO sans-abrisme. Bonjour Adriana, est-ce qu'Adriana, vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire où vous travaillez, même si je viens déjà de le dire. Bonjour, je suis à la coordination de l'hébergement à la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés depuis maintenant 5 ans. Euh, et voilà. D'accord. Alors, la plateforme citoyenne donc, de soutien aux réfugiés, née en septembre 2015, c'est donc un espace de rencontre avec des coordinations des initiatives individuelles et collectives sur les questions migratoires. Vous avez aussi la formation de la plateforme citoyenne, qui est donc un accueil inconditionnel, réponse aux demandes d'information, de formation et d'assistance des exilés, des migrants, etc., et l'intégration de ces personnes dans leur nouvel environnement. Vous encouragez au respect d'une politique migratoire en accord avec les conventions internationales et dans le respect des droits de chacun. Donc, c'est une solution durable et solidaire pour faire face à la crise mondiale de l'accueil migratoire, mais on en discutera encore tout à l'heure. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez des informations à rajouter par rapport à cette petite présentation? Tout à fait. Donc la plateforme a été créée suite à une mobilisation citoyenne autour de l'accueil de réfugiés. Euh, Tout cela s'est passé en 2015 à l'époque de la crise de l'accueil où quelques centaines de personnes venues pour demander l'asile en Belgique se sont retrouvées sans abri au parc Maximilien en attente de pouvoir introduire une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers. Et de cette mobilisation de centaines de citoyens venus de toute la Belgique pour leur apporter d'abord une assistance d'urgence, des tentes, de quoi se nourrir, s'habiller, a évolué une ASBL qui s'occupe aujourd'hui de toute une série de services, non seulement d'accueil d'urgence, mais aussi d'accompagnement, d'information, de réponse aux demandes de soutien en général. Et- Adriana, est-ce que vous pouvez mettre des écouteurs? Parce qu'en fait, on ne vous entend pas super bien sur la plateforme Twitch et Zoom. Ah, C'est possible ou pas? j'en ai pas, je Elle suis n'a désolée. elle n'a pas d'écouteurs. Je Donc, peux essayer avec mon téléphone? on l'entend bien. On me dit ici qu'on l'entend bien. Donc, c'est bon. On vous entend bien, ça va. Voilà, des Très bien. petits soucis de technique, comme d'habitude. Bah, merci. Moi, voilà, je vais vous lire un petit texte, un poème que j'ai écrit bon, voilà, il y a 2 ans. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas vous le lire? Et ensuite, on va en discuter ensemble. Donc, c'est un poème, hein. Mmh. La famille et la démocratie. Dans notre si beau pays démocratique qui se nomme la Belgique, arrivèrent à la rame par bateau, sauvés 1000 fois des dangereuses eaux, une famille venue de la lointaine Syrie, contrée détruite par la guerre et la furie. Sans passeport ni carte d'identité, ils vinrent ici se réfugier. Ils espérèrent être accueillis chaleureusement, hors des dirigeants en ne décidèrent autrement. Citoyens, cette famille vit ici dans l'illégalité, car ni les parents ni les enfants n'ont de papier. Nous ne pouvons les accepter, mais allons les incarcérer afin de mieux les aider. Ils seront renvoyés dans le pays de l'horreur, mais le nôtre est-il tellement meilleur? Donc, sans juger la forme, c'était il y a 2 ans, enfin j'avais 18 ans, quoi. Mais voilà, on sait, depuis 2015, il y a eu voilà, le printemps arabe, les guerres, le climat, enfin le réchauffement climatique, donc qui a fait que de plus en plus de personnes ont dû quitter leur pays d'origine. Donc ça n'arrête pas, on pourrait dire. Et on le sait, souvent ils viennent ici en pensant que ça va être un endroit de refuge, d'accueil, d'espoir. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ils vont juste revenir de temps en temps. Enfin, c'est un cas qui est très, très fréquent. Est-ce que cette histoire résonne chez vous? Est-ce que vous en avez connu? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce petit texte? Tout à fait. Alors, pour
parler plus de la situation actuelle des routes migratoires des dernières années. Ce qu'on constate, c'est que il y a d'un côté, et la plateforme en est un exemple, une mobilisation dans toute l'Europe qui est surtout menée par des citoyens, par des organisations de la société civile et par les ONG pour respecter les conventions internationales, pour défendre les droits humains des personnes migrantes en Europe, mais aussi que l'hostilité avec laquelle certains gouvernements européens, notamment la Belgique, ont traité cette question, de l'oubli et la négligence de milliers de personnes qui se retrouvent à la rue et sans assistance, à l'organisation de la répression, notamment comme on a vu ici en Belgique avec l'organisation de rafles, ce fameux accord du gouvernement belge avec le gouvernement soudanais pour faire venir une délégation qui visait l'identification de personnes réfugiées venues du Soudan. Et donc que lié à l'absence de voies illégales pour chercher refuge en Europe et à l'hostilité avec laquelle cette question a été traitée politiquement, les pays européens où des milliers de personnes viennent chercher effectivement refuge, sécurité, des situations de démocratie et de paix où elles peuvent éventuellement se construire un avenir, se révèlent être une étape de plus de danger dans un parcours migratoire qui est déjà empreint de violence depuis le pays d'origine, en passant notamment par la Libye, en traversant la Méditerranée. Et enfin, les pays européens viennent rajouter de la violence, de la précarité à leur parcours. Selon vous, la Belgique peut-elle accueillir tout le monde? Alors, je pense que la question qui doit être posée, c'est celle les citoyens se sont posées en 2015 et puis 16, 17 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en mesure d'accueillir, outiller, informer et accompagner des personnes qui sont à la recherche d'un avenir en sécurité en Belgique ou en Europe? Des citoyens de tous bords ont prouvé que avec un accueil de base, avec une information sur des droits et sur des démarches administratives nécessaires à s'installer en Belgique, il y a des centaines et puis des milliers de personnes qui ont pu faire des démarches pour pouvoir s'installer ici, s'intégrer dans un nouveau pays, dans une nouvelle réalité, et que la non-gestion de la migration est en soi ce qui permet à toute une série de personnes et de groupes politiques de se poser cette question. Donc, à partir du moment où les pays desquels toute une série de personnes viennent ne sont pas en mesure de leur proposer une vie stable, sécure, en accord avec les droits humains, et que ces personnes se déplacent, même dans l'absence de voiture légale, prennent le risque de mourir pour sauver leur vie, pour chercher un avenir plus digne, et on ne peut pas se permettre de simplement ne pas les gérer et de faire fi de ces personnes qui survivent la traversée de la Méditerranée, arrivent ici et qui sont oubliées, voire confrontées à une énorme violence d'État. Donc l'exemple que les citoyens ont donné d'accueil et d'accompagnement a permis de démontrer que il doit y avoir une gestion pragmatique, humaine de la question migratoire, mais que l'absence de gestion et la politique sur Twitter, elle ne peut pas régler la question de milliers de vies qui sont en stand-by en attente que quelque chose soit fait au niveau institutionnel. J'ai justement interviewé une maman et sa fille qui travaillent dans une ASBL, souvent au même endroit que les vôtres, hein, donc le parc Maximilien, et aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi le boulevard Tour et Taxi.
Mmh. Et donc voilà, elles les nourrissent, hein, elles apportent de la nourriture aux personnes sans domicile fixe et souvent c'est des réfugiés. Et une des phrases qu'elle m'a répondu en lui posant la même question: «Est-ce qu'on peut accueillir tout le monde?» Elle me répondait: «Ils sont là, on ne peut pas les ignorer, il y en aura toujours». En fait, c'est ça c'est parce qu'on le sait depuis, des années, il y a eu des migrants, il y a eu une migration. Mais Mmh. aujourd'hui, on se pose la question comme si c'était pas normal. Alors on pourrait quand même dire que notre société, notre monde, heu, est né et s'est produit grâce à la migration. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à cette phrase: «Ils sont là, on ne peut pas les ignorer, il y en aura toujours». Mais je pense que ça rejoint ce Mmh, que je venais de dire. Ce qui est problématique, c'est que, dans les dernières années, la question migratoire a été, utilisée comme, discours de base de toute une série de, forces politiques qui ont, utilisé le discours de la migration pour, et surtout le discours de, «On ne peut pas, accueillir, d'abord les nôtres», toute une série de phrases comme ça qui touchent, l'émotionnel et les questions de peur et d'insécurité d'une partie de la population, et qu'en fait, à partir du moment où, des citoyens se sont mobilisés et ont prouvé que, à travers la rencontre de l'autre, on peut désamorcer cette réalité qui nous a été répétée en boucle avec des discours politiques extrêmement déshumanisants et violents, qu'en fait, ce qui nous est euh, présenté comme un problème, comme si s'il ne s'agissait pas d'humains, mais de chiffres ou de personnes qui viennent remettre en question notre paix, européenne. En fait, ce n'est qu'un reflet de politiques et qui vont contre les valeurs même de la démocratie et la base de nos États. Donc, les arguments qui visent à démontrer que on ne pourra pas accueillir des personnes qui sont effectivement sur le territoire, il est humain et logique, mais d'autant plus, que nous avons tous intérêt à, construire une société qui soit plus, ouverte, plus, solidaire et qui puisse, justement défendre, ces valeurs de défense des droits humains que les discours politiques des dernières années ont cherché à banaliser, à décrédibiliser. mmh. Euh, On parle souvent de sans-papiers, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est quoi exactement un sans-papier? Pour nos internautes, comme ça, ils savent un peu plus ce que c'est vraiment un sans-papier. Même si c'est un peu dans le mot, on comprend déjà, mais voilà. mm. Mais une personne sans papier, c'est tout simplement une personne qui est dans un état qui ne lui a pas attribué le droit de séjour. Euh, la question de l'appellation des personnes est, pour moi, et je pense de façon générale quelque chose qui est importante à débattre et à Mmh, clarifier parce qu'on entend, énormément de termes de sans-papiers, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, même des termes qui sont un cœur plus, déshumanisants que je vais éviter de répéter. oui, oui. Hem, Finalement, on parle d'humains, d'hommes, de femmes comme nous tous. Moi, par exemple, je viens du Portugal, j'habite en Belgique depuis 5 ans. Il n'y a pas la guerre dans mon pays, hem, ni des situations d'insécurité qui m'obligent à être ici. Hem dans ces genres d'appellations, on m'appellerait une, expat ou une, européenne qui vit, dans un autre pays. Alors que, qu'est-ce qui fait de moi une personne différente de celle qu'on rencontre tous les jours au parc Maximilien? C'est une question qui est purement politique de, administration du territoire qui fait Mmh. que des hommes, des femmes, des enfants même, j'entendais ça dans ton poème tout à l'heure et c'est quelque chose que je trouve qui est,
en descente à cautionner, que des hommes, des femmes, des enfants, des personnes qui se trouvent sur le territoire et qui y sont. Elles ne rentrent dans aucune catégorie administrative. Donc on peut faire, comme si elles n'étaient pas là, on peut se permettre de, hem ne pas leur garantir la base de, l'accueil, un soutien à l'alimentation, à l'éducation, aux soins de santé, on peut, leur rendre, la vie extrêmement difficile. On peut les faire vivre sous la peur tous les jours de se faire arrêter et enfermer en centre fermé et éventuellement, expulsés dans le pays, d'origine. On peut se permettre de leur refuser le droit à l'éducation, le droit à la sécurité dans les rues, hem et tout cela est justifié par le fait que, elles n'ont pas de possibilité de rentrer dans une case administrative qui, permet de faire valoir leurs droits humains. Mmh. C'est vrai que quand on parle de sans-papiers, souvent on les associe avec des illégaux, voire des hors-la-loi. Mais pourtant, est-ce que ces personnes n'ont pas vraiment commis de crime? Elles ont juste bougé de place. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a encore cette association? Alors oui, on parle de politique, mais il y a aussi le côté citoyen qui, des fois, est un peu, euh, on va peut-être pas dire réticent, mais manque d'éducation par rapport aux réels termes que sans-papier n'est pas égal forcément à l'illégalité ou au fait d'être hors la loi. Mmh. Donc, Mais je pense que des initiatives comme celle de la plateforme ou comme le travail, quotidien qui fait, Amnesty International permettent justement de rendre compte que, les citoyens et les citoyennes ont besoin d'informations, ont besoin de rencontrer, des réalités qui ne sont pas les leurs, pour pouvoir se rendre compte de ce qui est implicite dans les discours politiques. Si un État comme la Belgique, le Bruxelles, capitale de l'Europe, avec toute une série de valeurs de démocratie, de paix, d'égalité qui sont véhiculées dans les discours qui sont dans sa fondation, se permet de parler, par exemple, d'avoir un secrétaire d'État comme l'était Theo Franken qui parle de nettoyage en parlant de rafles de police qui visaient des quotas d'arrestation de personnes sans papier pour les enfermer en centre fermé. Si on a un État qui se permet d'avoir des représentants qui véhiculent des discours qui sont racistes, qui sont déshumanisants et qui sont clivants, il est naturel que les citoyens et les citoyennes se perdent dans ce genre d'informations. Et donc, euh, on pourrait une grande majorité de la population belge pourrait vivre toute sa vie sans, croiser une personne sans papier ou alors en croisant des personnes sans papier sans se rendre compte parce qu'on n'a pas un statut administratif qui est écrit sur le front. Ce sont juste des personnes qu'on croise dans les situations de la vie, et qui vivent une réalité qui est extrêmement violente, mais aussi qui les oblige à vivre dans l'invisibilité. Et cette invisibilité fait que, cette réalité, c'est encore plus difficile à rendre compte. Donc, le fait de pouvoir, d'un côté, ne pas cautionner des discours politiques qui déshumanisent, des personnes sous prétexte de situations administratives et non, comme tu dis, de délits qui sont commis et en même temps, hem si on permet, la rencontre de différentes réalités, qui sont présentes dans la société, on peut déjà faire beaucoup avancer, la société dans ce sens-là. on pourrait tout simplement dire un sans-papier, c'est une personne en irrégularité administrative au lieu d'utiliser tous ces termes. Aujourd'hui, c'est juste, plus ou moins? Voilà. Oui. Aujourd'hui, selon Caritas International en Belgique, il y aurait 150 000 personnes donc, qui sont sans papier et elles vivent principalement à Bruxelles. Alors, on a dit, hein, comment est-ce qu'on devient sans papier? Bah, souvent, on pourrait dire que soit c'est l'expiration d'un visa ou le fait que le titre de séjour n'est plus valable ou Mmh. qu'il y a une entrée irrégulière. Mais on pourrait tout à fait, il y a des cas, par exemple, si vous vous mariez, mais que votre partenaire se trouve à l'autre bout du monde, bah, vous arrivez là-bas et en fait, quand vous arrivez là-bas, vous avez oublié qu'il fallait remplir certains Mmh. documents et dans ce cas-là, bah, vous êtes en irrégularité. Donc en fait, tout le monde peut être un sans-papier,
pas tout le monde, mais en tout cas, Mmh. une Oui. grande partie. Ce n'est pas seulement les réfugiés, les migrants, c'est aussi, voilà, comme vous avez dit, vous venez du Portugal, Mmh. vous êtes ici, bah, vous êtes une expat. Voilà, et pourtant, est-ce que quelqu'un vous blâme? Est-ce que quelqu'un vous accuse de quoi que ce soit ou vous regarde d'un autre regard? Pas du tout. Mmh. Heu, donc voilà, le fait que ces personnes, justement, ces sans-papiers soient considérés comme, illégaux, dû donc à leur appellation, les laisse souvent dans des mauvaises conditions. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment, voilà, quelles sont les mauvaises conditions que ces sans-papiers subissent? Mmh. Ouais, alors j'ai déjà un peu commencé par les énoncer, mais déjà le fait que, le fait de devenir sans papier, soit ici en Belgique ou n'importe où dans le monde, fait qu'a priori les chemins pour arriver dans une autre terre, ils deviennent, déjà extrêmement, violents et précaires. Je pense notamment à la traversée de la Méditerranée pour arriver en Belgique, où des milliers de personnes meurent, hem et on continue de cautionner, cette voie plutôt que de proposer des systèmes de visa, des voies sûres et légales qui permettent aux personnes légalement d'arriver sur les territoires. Ça changerait déjà beaucoup, dans la violence des parcours. Ensuite, à partir du moment, comme je disais tout à l'heure, où on ne dispose pas de papier, il y a toute une série de droits humains qui sont violés, dans le quotidien de ces personnes, notamment le droit à ne pas être arrêté de façon arbitraire, le droit à porter plainte en cas de, par exemple, de violences policières ou pour les femmes, c'est une réalité quotidienne des femmes qui se font agresser sexuellement dans la rue ou physiquement et qui ne déposent pas plainte auprès de la police parce qu'elles ont peur qu'au moment où il y a un dépôt de plainte, il y a une vérification de la situation administrative. Donc des femmes qui subissent des violences, qui connaissent l'agresseur et qui ne peuvent pas faire valoir le droit à, déposer une plainte et à ce que cette question soit traitée juridiquement. Ensuite, il y a le droit à l'aide médicale urgente dans les soins de santé de base. Faut-il encore parler la langue pour pouvoir passer par toutes les démarches administratives pour offrir le droit aux soins de santé? Faut-il encore ne pas se faire arrêter dans les transports en commun par un simple contrôle de ticket et se retrouver enfermé en centre fermé? En vrai, c'est le droit à ne pas avoir peur tous les jours de sa vie quand on se balade, dans la rue et ça, c'est encore plus, important quand on est victime de délits de faciès et qu'on se rend compte que systématiquement lors des interventions de police, ce sont toujours des personnes, d'une certaine couleur qui sont systématiquement interpellées dans la rue, arrêtées, et qui se retrouvent en centre fermé. Est-ce qu'il y a une solution pour ces sans-papiers? Est-ce qu'il y a une solution qui peut les aider à être, à avoir une condition de vie plus agréable, plus normale, en fait, plus humaine? Est-ce qu'il y a une solution? Bah, la solution commencerait par traiter leur situation et donc ne pas laisser les gens rester, 15 ans, 20 ans, sans papier et à subir, au quotidien toute la violence que cela implique. Donc que de pouvoir, ouvrir des moyens, des voies légales d'arriver à avoir ce statut administratif, que de pouvoir proposer des systèmes, de visa, des possibilités de régularisation. Il y a énormément d'avocats et d'associations, de la société civile qui travaillent sur cette question et qui n'ont aucun moyen de soutenir les personnes, individuellement dans leur, démarche administrative. Justement, le mot régularisation, je pense qu'il est important à définir. Donc, régularisation, c'est le fait qu'un sans-papier ait des papiers, plus simplement. C'est ça, si je Plus comprends bien. simplement, oui. OK. Hem, on sait qu'il y a eu donc, vous savez, 2 gouvernements, celui de Michel, donc la suédoise, et aujourd'hui, il y a le gouvernement De Croo, la Vivaldi. Le gouvernement Michel, on a parlé de Theo Franken, vous l'avez vous-même dit, Mmh. ils n'étaient pas les plus ouverts, en tout cas, à la migration. Aujourd'hui, on a le gouvernement De Croo.
pareil, ils sont toujours aussi stricts par rapport à la régularisation pour les sans-papiers. Est-ce que vous voyez une différence entre ces 2 gouvernements, un avancement au niveau politique? Hem, Au niveau politique, premièrement, il est encore, précoce, je pense, de déjà, y tirer des conclusions. Dans le discours du nouveau secrétaire d'État, Sami Mardi, on retrouve une certaine continuité par rapport à la politique précédente, ça dans le discours. Ensuite, au niveau de la plateforme, on attend de pouvoir, avoir, une rencontre, de pouvoir discuter, sur ces questions et que le nouveau gouvernement soit plus ouvert à discuter avec la société civile, à connaître les réalités de terrain et à agir, en fonction. Sinon, pour le moment, c'est vachement, décourageant, de voir qu'il y a une continuité dans les pratiques et dans le discours. J'ai justement, lu un article de la RTBF qui parlait d'une récente manifestation, donc pour demander au gouvernement fédéral de régulariser les sans-papiers, et c'était dans le cadre de la deuxième vague, et on parlera aussi des impacts, de la première et de la seconde vague. Et donc le Mustapha, porte-parole de cette action, dit: «On a passé la première vague dans des conditions difficiles et on va revivre la deuxième vague dans les mêmes conditions, sans aucun droit, sans aucune protection sociale. Parmi nous, il y a des personnes diplômées, des infirmières, des techniciens de surface. Elles pourraient Mmh. fournir un soutien important aux hôpitaux qui manquent de personnel avec l'épidémie. Par ailleurs, faute de régularisation, des sans-papiers qui sont malades du Covid continuent à travailler.» Donc en fait, c'est ce qu'on vient de dire, c'est vraiment, ils sont dans des... On profite carrément de leur situation, du fait qu'il n'ait pas de papier, pour pouvoir les utiliser comme bon nous semble, plus ou moins. Mais en vrai, si les personnes sont dans des si on place des personnes dans des cases administratives, inexistantes, si les personnes doivent continuer de, se loger, se nourrir et donc travailler pour pouvoir, payer leur propre vie, pouvoir éventuellement inscrire, leurs enfants à l'école, suivre, une vie le plus normale possible. Toute la protection sociale, qui permet de, garantir le droit à un salaire, digne, à la protection sociale, dans le travail, tout cela est, balayé à partir du moment où, il y a aucun droit à part le droit à l'aide médicale urgente, comme je disais, avec Mm. des démarches administratives extrêmement compliquées, qui est proposé à des personnes, sans droit de séjour. La régularisation, c'est quelque chose qui s'est fait, c'est un grand mot dont beaucoup de personnes ont peur, d'employer ce mot. À nouveau, ce sont campagnes de régularisation qui ont déjà été faites, qui peuvent être faites de façon, structurelle et humaine et qui sont nécessaires non seulement, dans ce contexte de Covid-19, mais d'autant plus dans ce contexte de Covid-19 où, à nouveau, les droits, accès aux soins, de protection, de mener une vie digne, de rester à la maison quand on est malade, d'en avoir seulement une maison. Il y a 150 000 personnes qui ne sont pas considérées dans les chiffres, dans les prévisions, dans l'organisation de l'État social en Belgique. Cette pandémie, il nous reste, je pense, 4 minutes, 5 minutes, donc on va essayer de faire au plus vite. Cette pandémie, donc vous parliez de Covid-19 tout à l'heure, a-t-elle eu un impact sur la plateforme citoyenne? Évidemment, donc d'un côté, il a fallu rapidement, organiser au sein de nos structures de quoi continuer à proposer, un soutien, une aide matérielle, tout en respectant les mesures de confinement et quand on a dit, «Rentrez chez vous», parce que, il fallait imposer un confinement de toute la population pour pouvoir faire face à la situation de contamination, dans le cadre de la pandémie, il a bien fallu faire en sorte que,
une grande partie de ces personnes qui se retrouvaient à la rue sans aucun droit et sans possibilité de se confiner elles aussi et de se protéger du Covid-19, hem, ont pu être, logées grâce à une mobilisation, principalement à Bruxelles et en Wallonie et soutenue, par la région bruxelloise et aujourd'hui par la région wallonne aussi, où des, dizaines d'hébergements collectifs ont été lancés avec le soutien des pouvoirs locaux et des privés qui ont mis leurs bâtiments à disposition et qui ont permis d'organiser l'hébergement de plus de 1000 personnes à Bruxelles et en Wallonie, tout cela organisé par des citoyens, des citoyennes bénévoles. Est-ce que vous pouvez me raconter votre première fois au parc Maximilien? Euh, oui, ouais, éventuellement. J'en ai 2 premières fois. Une en 2015, je suis arrivée du Portugal pour faire du bénévolat. Mais Mmh. je pense que celle qui a été le plus marquante, c'était en 2017, au moment quelques semaines avant qu'on relance l'hébergement citoyen. J'étais, étudiante à l'ULB, j'écrivais, un mémoire et au bout de 15 jours enfermée, isolée à écrire mon mémoire, je suis allée au parc Maximilien pour une distribution de sacs de couchage. Et en fait, ça faisait 15 jours que, je ne voyais personne et que j'étais complètement, concentrée sur mon mémoire et sans penser à rien d'autre. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, à quel point il était facile de vivre sa vie en parallèle de, milliers de vies, qui restent, invisibles et oubliées, loin des regards de tous, notamment au parc Maximilien, mais dans tellement d'autres endroits de Bruxelles. Hem, j'ai j'ai constaté qu'en Belgique, en 2017, il y avait des personnes qui dormaient, sans chaussures, sans vêtements, sur la boue, qui, vivaient des rafles, des violences policières lors de ces rafles. J'ai vu des personnes blessées, par des coups de policiers dans un état de droit qui est la Belgique. Et je me suis rendu compte à quel point ça peut aller vite quand on vit en parallèle, des violations des droits humains, comment ça peut aller vite que ça nous arrive à nous aussi, dans un pays où on ne respecte pas les droits humains vis-à-vis d'une partie de la population. Le saut n'est pas si grand pour que ça concerne tout le monde et qu'on en arrive à, ne plus savoir, faire marche arrière et défendre nos droits et nos libertés, en Belgique. Merci Adriana. Alors je termine juste par une phrase. J'ai donc entendu, avec cette interview de cette dame qui travaillait dans le CETASBL, elle a dit qu'en fait, tout simplement en les aidant, en les regardant, bah, on prouve qu'ils existent, qu'ils sont là, que ce n'est pas juste voilà, des objets, que ce n'est pas juste des personnes qu'on utilise, qu'on peut cracher dessus tout simplement. Et donc voilà, je voudrais terminer par cette phrase, en aidant, en les regardant, juste en allant une fois les nourrir ou leur donner un sac de couchage ou du matériel, en fait, on leur prouve qu'ils existent. Voilà. Mmh. Merci Mais Adrien. aussi en Oui, parlant, en dénonçant, en voilà, bien sûr. s'informant et en informant tous ceux qui sont autour de nous et qui sont en mesure de faire quelque chose pour Mm. changer cette réalité. Donc de dénoncer, de partager, de s'informer, c'est aussi également, extrêmement important et c'est ça qui nous permettra de faire changer les choses. Dénoncer, partager et informer. Parfait. Merci Adriana pour tout. Merci, Ce fut un plaisir. Au revoir. À au bientôt. revoir, bonne journée.